Que serait l'Afrique numérique sans ces femmes? Sans doute un continent connecté, oui, mais peut-être un peu moins humain, un peu moins inclusif et encore un peu moins audacieux. Parce que partout aujourd'hui, les femmes, dans les écoles, dans les universités, dans la communauté et dans même la communauté rurale, elles innovent, elles s'engagent, elles se décident, elles réalisent, elles transforment, elles impactent et elles initient. Alors, c'est précisément ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde organisée par BloLab et Refao dans le cadre du Make Africa 2025 en partenariat avec Isaac Bénin à travers son programme Femmes et Internet. Nous allons parler d'un sujet passionnant aujourd'hui, puissant, presque poétique. Comment les femmes contribuent-elles à l'évolution de l'Afrique grâce au numérique? Je m'appelle Anita Dadele, je suis co-lead du programme Femmes et Internet d'Isaac Bénin et j'ai le plaisir d'être votre modératrice du jour. Ensemble, nous allons explorer comment la technologie devient un outil d'émancipation, d'éducation et de croissance, et surtout de transformation durable pour notre continent. Nous allons maintenant, pour nourrir cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir des femmes de vision, des femmes engagées dans le numérique africain. Je vais vous demander de m'aider sous vos ovations, s'il vous plaît, à accueillir nos différentes panélistes qui nous éclairera sur ce sujet. Je veux nommer, pour commencer, la fondatrice et CEO de Kankode au Bénin. Elle s'appelle Laetitia Agassa et je vous prie de l'ovationner, s'il vous plaît. Avec vos chaleureuses ovations jusqu'à ce qu'elle nous rejoigne ici. Encore plus d'ovations, s'il vous plaît, pour Madame Laetitia Agassa. Merci. Nous allons continuer en appelant sur notre podium ici Madame Tatiana Runjo. Elle est ingénieure système et infrastructure, experte en digitalisation au Bénin. Elle est vice-présidente d'Isaac Bénin. Madame Tatiana Runjo, sous vos ovations, s'il vous plaît. Des ovations très nourries, s'il vous plaît. Merci. Merci de continuer à ovationner Madame Tatiana Runjo jusqu'à ce qu'elle ne s'asseye. Nous allons inviter Madame Diara Silla. Elle est fondatrice du Fab Lab, Sahel Fab Lab, Mauritanie. S'il vous plaît, sous vos ovations. Toujours sous vos ovations, si nous allons continuer, bien sûr, d'accueillir nos panélistes avec Madame Milka Tonaton-Ganflé. Elle est chef cellule des systèmes d'information et de la digitalisation de l'ADPME. S'il vous plaît, sous vos ovations. Des ovations très chaleureuses, s'il vous plaît, pour l'accueillir. Madame Milka Tonaton, chef cellule des systèmes d'information et de la digitalisation de l'ADPME. Et nous terminerons en appelant Madame Dédis Kolo Bagidi. Elle est conseillère à BloLab Parakou Bénin. Sous vos ovations, s'il vous plaît.
Des ovations très nourries, s'il vous plaît, pour Madame Reine Baguidi, conseillère à Blolab, Parakou, Bénin. Alors, bonjour mesdames et bienvenue parmi nous à ce panel. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir pour cette table ronde. Je rappelle notre thématique du jour, comment les femmes contribuent-elles à l'évolution de l'Afrique grâce au numérique? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous permettre, Madame, chers dames les panélistes, de vous présenter. Je vous laisse le micro pour vous présenter très rapidement au public. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis Laetitia Ceci Agassa et comme Madame l'a dit, je suis la fondatrice et la CEO de KenCode. KenCode est une entreprise EdTech qui forme les jeunes aux compétences du numérique en les aidant à mieux s'insérer dans la société et surtout dans le milieu professionnel à l'ère de la dématérialisation et de l'intelligence artificielle. Actuellement, nous sommes dans la cohorte 2 du Mastercard Foundation EdTech Fellowship ici au Bénin. Merci. Merci, Madame Laetitia Agassa. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes contents d'être là? Ok. Moi, c'est Tatiana Runjo. Je suis ingénieure système et infrastructure informatique. Au quotidien, j'aide les entreprises et les institutions à intégrer tout ce qui est technologie dans leur fonctionnement, que ce soit pour accroître en productivité ou alors gagner plus de marché ou alors devenir économiquement plus compétitif. Donc ça, c'est mon métier de tous les jours. Après, j'accompagne également les femmes pour qu'elles soient plus incluses dans tout ce qui est les métiers de technologie, donc les sciences, les technologies, l'ingénierie et la mathématique. C'est moi. Merci. Merci, Madame Laetitia. Nous allons poursuivre. Madame Tatiana, bien sûr, toutes mes excuses. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, moi je m'appelle Diara Silla. Je suis ingénieure système réseau informatique et télécom. Je suis la fondatrice d'un Fab Lab qui s'appelle Sahel Fab Lab. Je suis mauritanienne et je suis consultante en stratégie digitale. Je suis très heureuse d'être là parmi vous ce soir. Merci. Merci beaucoup, Madame Diara. Bonsoir, moi c'est Milka Tonator. Je suis titulaire d'un master en génie logiciel et audit de la sécurité des systèmes d'information. J'accumule, je dirais, une quinzaine d'expériences dans le domaine du numérique. J'ai initialement commencé en tant que développeur. On est passé par les stades petits de management de projet IT et je suis l'actuel chef cellule des systèmes d'information et de la digitalisation de l'ADPME, c'est-à-dire l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises du Bénin qui s'occupe de tout ce qui est accompagnement des petites et moyennes entreprises, mais également des porteurs de projets. Ok, bonjour. Moi, je suis Reine des Diès Golo, épouse Baguidi. Je suis directrice exécutive de la communauté Women in Tech Bénin et conseillère à Blolab Parakou. Merci. Merci beaucoup, mesdames, pour ces belles présentations. Nous allons entamer le vif du sujet. Et nous commencerons par les parcours et la place de la femme dans la tech. Je commencerai par Madame Laetitia Agassa. Et je dirais que vous venez de parcours plutôt atypiques. Vous avez commencé dans les lettres et relations internationales avant de plonger dans le numérique. Alors, comment cette transition s'est-elle faite?
Et quelle est la place que le digital offre à celles qui sont issues de parcours pas techniques? Alors, merci beaucoup pour cette question. Et c'est vrai que j'ai eu un bac littéraire et qu'ensuite j'ai fait la diplomatie et la relation internationale. On dirait que je me suis retrouvée dans le numérique parce que le numérique m'a appelée. Après ma licence, j'ai commencé les métiers du numérique avec la rédaction web tout simplement. Et grâce à la recherche que demande ce métier-là, j'ai pu découvrir qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire avec le numérique. Et je voulais participer activement à la création du monde numérique tel que je le voyais et auquel je participais en créant du contenu. C'est alors qu'une occasion en entraînant une autre, j'étais parallèlement dans une association de jeunes dénommée AESEC. Je ne sais pas s'il y a des AESECers parmi nous ce soir. Donc, c'est grâce à AESEC qui était en partenariat avec Etrilabs Cotonou que j'ai eu l'opportunité d'entendre parler d'un programme qu'ils mettaient en œuvre pour les femmes dans la tech. C'était un programme d'une année dénommé Women High Impact Startup Preparation Academy qui donnait aux femmes toutes les clés dont elles avaient besoin pour devenir soit développeurs web, soit digital marketer ou soit designer graphique ou UX. Alors, j'ai saisi cette opportunité-là. Déjà, il y a une première leçon que j'ai tirée en fait de comment saisir les opportunités ici. J'ai postulé 2 fois sans être retenue et c'est la 3e fois que j'ai été retenue pour le programme. Les 2 premières fois, c'était surtout par manque de disponibilité. Parce qu'il y a des programmes pour les femmes, mais il faut que les femmes soient disponibles pour ces programmes-là. Parce qu'il s'agit de programmes sérieux, ce sont des investissements qui sont faits. Et il faut que les bénéficiaires de ces programmes-là soient vraiment disponibles pour participer à ces programmes et bénéficier des fruits. Donc, après avoir postulé la 3e fois, j'ai été sélectionnée pour le programme. Et c'est grâce à ce programme-là que j'ai pu intégrer le monde du numérique. J'ai pu avoir des compétences clés dans la programmation et je suis devenue développeuse web. Après avoir suivi ce programme, j'ai intégré des communautés de femmes dans la tech, donc Women Tech Makers, qui est un programme des femmes dans le numérique pour Google. Et ensuite, Women in Tech Bénin. Et maintenant, je suis community leader pour la communauté Eat Fit for Women. Ça, c'est pour les femmes entrepreneurs dans le numérique. Eat Fit for Women, c'est une communauté pour les femmes dans le commerce. C'est une communauté de la CNUSED, la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement. Donc, en regardant ce parcours et avec les opportunités que j'ai pu saisir depuis que je suis dans le numérique, je peux dire que le numérique est un monde vraiment vaste. Et il y a de la place pour des gens qui n'ont pas un parcours technique. Encore que la filière que vous faites à l'école ne vous définit pas en tant que personne. La filière que vous faites ne définit pas vos compétences. Ça ne définit pas qui vous êtes. C'est juste des compétences que vous avez acquises au cours de votre vie, que vous pouvez explorer pour atteindre un autre niveau dans votre vie, en accumulant d'autres compétences qui peuvent vous permettre d'atteindre les nouveaux objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, les personnes qui ont actuellement un parcours non technique, si je peux le dire ainsi, qui n'ont pas fait les sciences à l'école comme moi, mais qui veulent faire carrière dans le numérique, c'est tout à fait possible. Déjà que dans le numérique, il y a des carrières techniques et des carrières vraiment non techniques. Quand je parle de carrière non technique, il s'agit des métiers auxquels sont généralement affiliées les femmes, si je peux le dire ainsi, les métiers de la communication, la vente, l'écriture, la création artistique et visuelle. Et il y a également la gestion de projets, que ce soit tech ou pas. Et il y a maintenant les métiers techniques qui requièrent un peu de, comment je dirais, un peu plus d'approfondissement en fait dans l'apprentissage des métiers tech. Il y a le développement web, il y a le DevOps, il y a les data scientists, etc. Donc actuellement, si vous êtes une femme et que jusque-là, vous avez fait un parcours non technique, je dirais littéraire comme moi, et que vous voulez embrasser les métiers du numérique, vous avez 2 options. Vous pouvez entrer dans les carrières non techniques que je viens de citer,
ou vous pouvez embrasser les carrières techniques. C'est tout à fait possible. Et moi, je pense que chaque personne, surtout chaque femme, est capable d'atteindre le niveau qu'elle veut, surtout si elle se donne les moyens. Donc, vous pouvez apprendre aujourd'hui à programmer. Vous pouvez adhérer à des programmes qui vous permettent d'apprendre la programmation. Vous pouvez faire la série A, mais aller dans des écoles qui forment en programmation, qui forment les data scientists, etc. C'est à vous maintenant de mettre la logique, le temps et l'engagement nécessaire en fait à cet apprentissage-là. Parce que la limite, c'est le ciel en fait. Vous n'avez pas de limite. Vous avez les capacités d'apprendre. Vous n'êtes pas, parce que vous avez fait la A, vous ne pouvez pas faire les métiers techniques. Non. Moi, je fais la programmation. Je n'ai pas fait la A, mais j'ai eu à apprendre de nouvelles compétences, à me faire former davantage. Et voilà comment je suis devenue dev, etc. Exactement, exactement. Le monde du numérique est très vaste et la porte est ouverte pour tout le monde. Nous avons également une pionnière, bien sûr, du numérique en Mauritanie, Madame Diarra Silla, bien sûr, qui travaille dans l'entrepreneuriat comme dans le service public dans le numérique. Madame Diarra Silla, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'évolution du rôle des femmes dans la tech en Afrique? Le micro. C'est bon? Allez, Oui. rebonsoir. Oui. L'évolution de... excuse-moi, est-ce que tu peux reposer Oui, la question bien sûr. parce que ça m'a échappé? Ok, alors je demandais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'évolution du rôle des femmes dans la tech en Afrique? L'évolution, ce qui m'a marqué dans l'évolution sur le rôle des femmes dans le numérique et que ça évolue d'une manière extraordinaire et que les femmes en Afrique, elles sont braves et ça évolue très bien et elles arrivent à intégrer dans le métier du numérique sans avoir le complexe. Et je pense que, comme disent la dame qui était là, elle avait dit qu'elle était littéraire. Donc, elle a aimé le numérique et elle a montré que c'est possible, c'est accès à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens, d'habitude, c'est les femmes scientifiques qui intègrent le numérique, surtout les femmes qui ont fait les matières scientifiques comme les maths, qui intègrent. Moi, je suis heureuse de savoir comment elle était littéraire. Ça veut dire que franchement, le numérique aujourd'hui est une nécessité. Donc, on peut entreprendre dans ce domaine sans être actrice du numérique. Et en Afrique, elle évolue d'une manière extraordinaire. Et ici, en Afrique, on a des femmes qui ont des startups et qui osent entreprendre dans ce domaine, qui osent compétir avec des hommes, qui arrivent à avoir des marchés, à répondre à des solutions aux besoins des populations. Donc, pour moi, c'est une évolution qui m'impressionne et que je fais confiance à d'autres femmes. Moi, en tant qu'actrice dans ce domaine, j'ai vu des femmes utilisatrices devenir créatrices en créant des startups. Exactement. Voilà, en créant des startups ou bien en formant des jeunes, en devenant des formatrices. Donc, franchement, c'est extraordinaire. Et donc, j'encourage toutes les femmes à entreprendre dans ce domaine. Parce qu'on a des femmes entrepreneurs, des femmes qui innovent et des femmes qui créent de la valeur. Est-ce à dire que c'est totalement louable de voir maintenant l'évolution de la gente féminine dans le numérique? Est-ce que ça évolue selon vous? Ça évolue vraiment ça évolue beaucoup. Donc, si vous voyez les statistiques, surtout en Afrique, donc avant,
il y avait plus d'hommes. Sauf dans les Fab Labs, où ça n'évolue pas beaucoup. Parce que quand je regarde, si vous regardez dans RFAO, dans notre réseau, je suis la seule femme dans le Fab Lab. Donc, je conseille aux femmes de s'intéresser à ces outils qui sont très intéressants. Donc, les Fab Labs, c'est des outils de développement, d'innovation. Donc, ceux qui ont des startups dans le domaine du digital, et ce serait intéressant, ceux qui sont au Bénin, de s'approcher à MEDAR et d'encourager nos sœurs à fréquenter des Fab Labs. J'ai vu au Blue Lab, il y a beaucoup de femmes, mais il n'y a pas ici des femmes qui sont fondatrices de Fab Lab ici. À ma connaissance, Blue Lab, c'est le seul Fab Lab ici. Alors, Madame Diarra vous sollicite et vous invite à beaucoup plus entrer dans l'équipe Fab Lab, si c'est bien ça, et à devenir également... C'est formidable, c'est des espaces d'apprentissage et c'est des espaces de partage d'expérience et c'est vraiment intéressant, même quand tu as un projet de fin d'études, c'est dans les Fab Labs, tu apprends beaucoup plus que ce que tu as appris à l'école. Par exemple, à l'université, on fait plus de théorie. Donc, nous, dans notre Fab Lab, on reçoit beaucoup d'étudiants. On les accompagne à réaliser leurs projets de fin d'études. Donc, c'est très important. Et sur ce coup, nous allons rebondir directement chez Madame Gbagidi Golo, qui est au carrefour de plusieurs univers. C'est dans ce sens qu'elle est entrepreneure, elle est formatrice, elle est leader communautaire et ambassadrice du numérique. Madame Golo Gbagidi, j'aimerais vous demander d'où vous vient cette énergie à connecter, à inspirer d'autres femmes dans la tech malgré les défis. Merci, Madame Anita. Alors, je dirais que cette énergie me vient beaucoup plus de ma conviction profonde de savoir que chaque femme, chaque homme, peu importe son origine, sa dénomination, sa religion, sa région, peut impacter. Et donc, je dirais que peut impacter, peut apporter une transformation réelle dans ce que nous faisons, transformer leur pays, leur milieu. Et lorsque je vois ces personnes-là, ces filles que je rencontre au cours des activités, le avant et après, même quand il y a des difficultés, des défis, je me dis qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut accompagner. Et c'est pour cela que je suis devenue problem solver. Donc, c'est genre des personnes qui ne font que résoudre des problèmes. Parce que ma casquette j'ai plusieurs casquettes. Souvent, quand je sors ma casquette, les gens sont étonnés de tout ce que je fais. Mais si je devais résumer tout cela, je dirais que je suis... c'est ce que je le fais d'ailleurs, mais je suis dans la gestion de projets. Et dans moi, les projets que je gère sont beaucoup plus pour résoudre un problème. Quand je constate qu'il y a un problème à un endroit, j'utilise mes compétences, mes connaissances dans le digital pour résoudre ces problèmes-là. S'il faut aider les femmes, s'il faut accompagner les femmes, il faut développer une solution pour que l'université puisse atteindre, puisse améliorer certaines choses, je réfléchis, je mets en place l'équipe et tout ce qui va avec pour pouvoir accompagner ce projet-là. Ok, merci. D'accord. On voit derrière chaque parcours maintenant que nous venons d'écouter qu'il y a une volonté d'apprendre, de se former et de se dépasser. C'est ce qui m'amène sur notre prochain NAS, la formation et l'inclusion. Nous allons aller au niveau de Madame Tatiana Runjo. Et Madame Tatiana, vous plaidez depuis longtemps pour une éducation numérique accessible et sécurisée. Selon vous, comment faire pour que la cybersécurité et la confiance numérique soient intégrées dès la conception des projets? Parce qu'on remarque que plusieurs d'entre nous, la plupart sont confrontés à ce défi-là, au fait que quand on se familiarise avec le digital, on a peur niveau sécurité. Alors, comment vous voyez cet aspect sécurité, la confiance numérique, pour qu'elle puisse être intégrée dès le début de
de nos projets. Ok, merci pour la question. Alors, comment est-ce qu'on fait en sorte que la confiance numérique et la cybersécurité soient impliquées dans tous les projets? Je dirais premièrement, il faut aussi être au cœur de l'action. D'accord? En tant que femme, dire que j'utilise un outil et aujourd'hui je ne me sens pas en sécurité à l'utiliser, c'est que vous n'avez pas assez confiance en cet outil-là. Ça veut dire aussi que cet outil-là n'est peut-être pas adapté à vous. Alors que faire? Ça veut dire qu'il faut partir depuis le début. En tant que femme, c'est qu'il faut s'intéresser à la conception même des outils. Il faut s'intéresser au fonctionnement même des outils, à l'architecture, à tout ce qui va avec. D'être des simples utilisatrices des outils numériques pour devenir aussi des conceptrices ou des personnes qui participent à la conception des outils. Si vous êtes à la conception, vous pouvez donner de vos idées, vous pouvez façonner comment est-ce que l'outil-là va être mis en place pour répondre à X ou Y besoin. Si vous n'êtes pas à la table et d'autres personnes sont là, ils n'ont peut-être pas pensé à tous les challenges que vous avez en tant que femme. Alors la question c'est, est-ce que vous êtes assez outillé pour être dans ces positions-là? Donc moi, je pense que comment faire, c'est s'assurer que tous les projets qu'on développe sont quand même security-centered, donc ils soient assez sur la sécurité de base. Et je pense, de mon point de vue en tant que technicienne, c'est quelque chose que nous mettons quand même au devant de tous les projets qu'on déploie dernièrement. En plus, c'est quelque chose qui est très plébiscité ou demandé par le code du numérique et on est obligé de se conformer et tout ça. Mais vous pouvez pas juste être là et dire que vous allez faire confiance à un outil. Si vous ne vous impliquez pas, vous ne comprenez pas comment fonctionnent les différents outils, l'architecture qui va avec, comment est-ce que c'est déployé, pour qui est-ce que c'est déployé, qu'est-ce qui est derrière et tout ça. Et tout ça passe la formation, s'auto-former ou bien se rapprocher des institutions qui font des formations. Des formations, la Candodé par exemple, il y a le Fab Lab également. Je dirige également Queen of STEM, donc il y a une organisation qui milite et travaille avec les femmes qui sont dans la science, technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Donc, se rapprocher de ces institutions-là, se faire former et avoir des capacités ou bien des compétences qui vont au-delà du B.A.-BA qu'on a acquis à l'école. C'est en allant au-delà de ce B.A.-BA-là qu'on découvre d'autres concepts, qu'on découvre d'autres choses. Et c'est de là par l'innovation. Autre chose, je dirais également que ça va dans, en tant que femme, bien sûr, hein, ça va également dans le fait d'être au cœur de la gouvernance. Quand je dis au cœur de la gouvernance, c'est d'être au cœur des discussions qui façonnent un peu où va les décisions dans le sens du numérique. Malheureusement, la plupart des temps, quand il y a des grands événements, des grands colloques ou bien des grands débats où des décisions sont prises, actées, il y a très très peu de femmes, encore plus très peu de femmes africaines. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se positionner dans ces instances-là pour apporter une touche? Parce que quand vous venez dans ces genres d'instances-là, vous ne portez pas seulement votre voix. Vous portez la voix des personnes qui ont la même culture que vous, les personnes qui réfléchissent comme vous, des personnes qui sont dans la même communauté que vous. Donc, vous pouvez très bien relater les problèmes qu'il y a dans votre communauté et tout ça à cette table de décision-là. C'est pour ça qu'il faut être à cette table. Et pour être à cette table, il faut avoir les compétences pour. Il faut se former, il faut se documenter. Et troisième chose que je dirais, c'est qu'il faut également se faire voir. Se faire voir, c'est-à-dire, on a aujourd'hui des femmes qui sont dans la tech, dans la sécurité, cybersécurité dont tu as parlé. C'est se documenter, on fait son parcours. Et c'est pour ça qu'il nous faut avoir des organisations ou des réseaux d'influence où il y a des femmes qui viennent ensemble, documentent leur parcours, montrent ce qu'elles font au public. Ça permet à d'autres personnes, à d'autres jeunes femmes de s'accrocher et également, voilà, continuer en fait le travail qu'elles ont déjà fait. Comme on le dit en France, c'est au bout de l'ancienne qu'on tire la nouvelle. Merci. Voilà, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tire la nouvelle. C'est pour dire que la formation est continue, la formation est nécessaire. Et dans son intervention tout à l'heure, Madame Tatiana a parlé de Kankode. Nous allons revenir à la fondatrice même de Kankode qui est avec nous pour lui demander maintenant, elle forme les jeunes filles et les jeunes femmes à la tech avec Kankode. Quelles sont les stratégies, Madame Tatiana, Madame Laetitia, bien sûr, que vous nous proposez, qui sont les plus efficaces pour donner confiance aux femmes dans le numérique et leur donner aussi envie d'y rester?
Alors, merci beaucoup pour la question. J'aimerais revenir sur quelque chose de très important. En fait, c'est pas qu'encoder, c'est qu'encode, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est vrai que dans l'un de nos parcours de formation, nous formons les filles et les femmes aux compétences du numérique, donc dans les métiers tech, pour les faire rester et leur donner envie de contribuer davantage. Je pense que la question est très simple parce que, vous voyez, je vais prendre l'exemple d'un petit enfant. Quand il y a un bébé quelque part et qu'il voit des gens autour de lui parler, le bébé aussi veut parler, il veut dire les mêmes mots. Quand un enfant sort un gros mot, on se demande où est-ce qu'il a entendu ça. Quand l'enfant commence à marcher, il marche comme des gens qu'il voit en train de marcher. En fait, pour permettre aux femmes de rester dans le domaine du numérique et de vraiment y contribuer activement, il faut qu'elles aient des modèles. Il faut qu'elles voient des femmes qui sont dans le domaine, qui réussissent et qui contribuent activement. Parce qu'on apprend par l'imitation. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de communautés de femmes dans la tech qui font des choses, qui font des actions, mais qui ne sont pas encore aussi connues que ça. Et malheureusement, il y a des filles et des femmes qui sont encore dans certaines zones qu'on n'a pas encore pu toucher, qui ne savent pas, en fait, qu'elles ont l'opportunité d'intégrer le monde du numérique, qui n'ont pas accès à l'information, qui ne savent pas où se former, qui n'ont pas de repères, parce qu'elles n'ont jamais vu quelqu'un travailler dans le numérique. Pour ma part, je ne connaissais pas vraiment le numérique. C'est pas que j'avais pas de famille, mes proches, personne ne travaillait dans le monde du numérique. Encore que c'est venu, je peux dire, très récemment, et plusieurs métiers se sont vulgarisés. Donc, il faut permettre aux femmes de se sentir en communauté, de voir d'autres femmes qui font les mêmes choses qu'elles. Et Tatiana l'a dit tout à l'heure, c'est très important de se montrer. C'est très important pour les femmes de montrer ce qu'elles font et surtout de parler de compétences. Parce que la compétence, c'est la base de tout. Quand vous n'avez pas les compétences, vous n'êtes pas invité dans les grandes instances de décision. Les gens prennent des décisions à votre place, des décisions qui impactent votre vie, qui impactent votre entreprise, qui impactent la vie de vos enfants, etc. Donc, il faut commencer par la formation, comme je le disais. Il faut acquérir des compétences. Il faut pratiquer ces compétences-là, montrer la preuve de vos compétences pour faire voir et accepter de partager vos compétences et vos expériences. Parce que c'est en partageant vos compétences et vos expériences que vous prouvez à d'autres femmes et qui sont devant moi ce soir, par exemple, que c'est possible d'être dans le domaine du numérique, que c'est possible pour une femme de prendre la parole devant des gens. Moi, je n'ai jamais pris un cours de prise de parole en public, par exemple. Donc, c'est très important de faire des efforts de façon personnelle déjà, parce qu'on a des convictions fortes, comme Madame Dédiès l'a dit. Et nous voulons vraiment que nos jeunes sœurs, que les filles qui nous suivent prennent vraiment la valeur, l'importance en fait de leur rôle dans l'évolution de l'écosystème numérique ici au Bénin et dans l'Afrique de l'Ouest francophone. Merci. Merci, Madame Laetitia. Vous avez notifié un point. Nous avons des femmes qui n'ont pas accès à l'information suite à leur localisation. Et c'est justement dans ce sens que nous avons Madame Golo qui intervient souvent dans les zones moins connectées, comme dans le septentrion. Comment, Madame, vous arrivez, grâce au numérique, peut-être réduire ces fractures régionales-là et offrir à toutes les femmes, où qu'elles soient, les mêmes opportunités? Merci Anita pour ta question. Alors j'ai choisi mon ancrage sur le septentrion, le nord du Bénin, pas parce que je suis du nord, je n'ai même pas de famille là-bas, mais il fut un moment, on m'avait affecté au nord pour dynamiser l'écosystème du nord. Et après, à la fin de mon contrat, j'ai compris qu'il y avait encore des choses à faire. Et donc, malgré que je suis revenue sur Cotonou, j'ai décidé d'aller m'installer au nord pour aider, parce que j'ai compris que c'est seulement avec le numérique qu'on devient égal. L'égalité même, quand on parle du numérique, quelqu'un qui est à Cotonou, qui travaille sur un projet,
a le même Facebook, les réseaux, les outils que cette personne-là qui se trouve à Kalalé, à Malanville aussi peut avoir. Et donc, moi, je fais la vulgarisation de l'outil, du numérique pour permettre à ces personnes-là de prendre aussi leur place dans la société à travers plusieurs activités, en les connectant aux opportunités sur le terrain, par exemple Blow Lab, en les connectant à des opportunités qui se trouvent que celles qui sont à Cotonou ont. Mais souvent au nord, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe là-bas. Quand ils ne connaissent pas celui qui organise, ils ne participent pas. Et déjà que moi, je suis une personne qui avait déjà développé des solutions avec ces femmes, elles savent que quand j'apporte le produit, la solution, l'opportunité, elles peuvent saisir cette opportunité-là. Donc, actuellement, nous avons formé des femmes qui prennent maintenant le relais, qui forment d'autres femmes, qui les aident à trouver les solutions, à se connecter à la technologie, à suivre des formations. Nous avons créé un projet pour permettre aux 4 départements du Nord de pouvoir rester accessibles aux opportunités du gouvernement actuellement pour les femmes, aux opportunités pour les jeunes. Même quand tu es dans le monde du rural, tu es connecté. Et c'est ça ce que nous avons. Aujourd'hui, une personne qui présente son profil sur LinkedIn, on ne le juge pas en fonction de d'où il vient, mais on le juge en fonction de ce qu'il crée. Et nous avons tellement de têtes pensantes qui sont dans ces zones-là, qui ont juste besoin qu'on les écoute et qu'on croie à ce qu'ils font. Et donc, c'est ce que moi je fais, je apporte une visibilité. Je travaille avec les Fab Labs, comme Blow Lab, pour que ces femmes-là, pour qu'on puisse plus porter la voix de ces femmes et les connecter aussi à des outils qui pourront vraiment les permettre de mieux atteindre leurs objectifs. Parce que il y a des projets sur lesquels tu peux prendre 1 mois, mais quand tu as accès à certains outils, tu peux le faire en 1 minute. Donc, nous avons creusé avec ces femmes-là où nous les montrons vraiment le chemin pour pouvoir vite aller. Et aujourd'hui, nous avons tellement de ces femmes qui sont passées par ces programmes, ces projets, ces initiatives et qui ont des résultats très, très palpables aujourd'hui. Ils sont là-bas au nord, ils impactent le Bénin, ils impactent l'Afrique et ils impactent le monde. Les femmes sont fières de voir qu'une femme qui quitte Malanville peut vraiment avoir des compétences pour venir travailler dans les grosses structures en France, à Cotonou, et même depuis là-bas, gagne ses projets, voyage, revient, apporte des opportunités à d'autres femmes qui sont là. Donc, ce que moi j'aimerais dire, là on parle du Nord. Mais le problème c'est que je suis à l'université de Cotonou, mais j'ai l'impression que vous êtes au Nord. Non, vous n'êtes même pas au Nord. Moi, mes étudiants qui sont au Nord sont plus connectés que ce que je vois ici. Parce que l'opportunité qu'il y a là, qu'on voit, la manière dont j'ai sensibilisé le Nord, il ne peut pas voir un projet comme ce projet et rester éloigné. En même temps, dans leur tête, quand tu as dit, écoutez, une fois, Madame Reine, tu sais que ça, c'est une opportunité, je vais rencontrer des portes, parce que je dis, une personne que tu rencontres, c'est des portes. C'est vrai que le numérique, c'est un outil, mais il y a des personnes qui peuvent te montrer des outils qui sont plus adaptés à ton domaine. Et c'est pour cela qu'il faut participer non seulement à des événements, à des activités. Et donc, il faut convaincre ces personnes-là à avoir ces outils. Donc, je dirais que le numérique est l'outil qui nous rend plus égal, peu importe nos zones. Et donc, ça permet vraiment d'apporter un impact sur nos vies. Avant, c'est très difficile. Je donne un exemple souvent aux gens. Tu quittes le Nord pour pouvoir déposer un dossier. Tu dois rentrer dans le bus, faire 8 heures de temps avant de venir. Alors qu'aujourd'hui, si tu sais comment utiliser les mails, tu peux envoyer ton mail, tu seras sélectionné. Donc, voilà. Exactement, merci. Exactement. Merci, Madame Dédi Kolo. L'éducation nous donne les clés. Mais encore faut-il des portes à ouvrir. Parlons maintenant alors d'impact économique et de transformation numérique. Et nous irons directement chez Madame Milka Tonato. Et elle a un parcours très riche en développement, en digitalisation de plateformes, en audit, en management de projets IT. Et vous travaillez aujourd'hui dans l'accompagnement des PME. Madame Milka Tonato, à la lumière de cette expérience, comment percevez-vous la contribution spécifique des femmes à la transformation numérique et économique du continent africain?
Merci beaucoup, Madame Anita. J'ai tendance à croire qu'à travers les différentes interventions qui sont passées, que la réponse est déjà donnée, mais je vais quand même essayer d'apporter également quelques petites précisions. Je peux commencer déjà en affirmant que les femmes jouent un rôle capital, un rôle essentiel dans tout ce qui est transformation numérique ou économique du Bénin et par conséquent du continent. Alors, je veux bien l'illustrer, je dirais, en prenant deux catégories de femmes. La première catégorie, une femme qui est employée. Vous n'êtes pas sans savoir que notre écosystème béninois comme africain, à la base, en fait, n'est pas favorable à la gente féminine. Il y a d'autres qui, par exemple, continuent de penser que les métiers du numérique sont réservés aux hommes. Il y a d'autres qui ne veulent carrément pas faire confiance aux femmes, doutent de leurs compétences ou se disent avec les femmes, il y aura des difficultés de disponibilité parce que la femme est appelée à gérer son foyer, à faire ci, à faire ça. Et donc, la femme a moins d'opportunités. Mais qu'est-ce que vous allez constater? Dès que l'opportunité s'offre à l'une de ces femmes, bien évidemment, elle est consciente d'une chose, elle doit travailler 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, 10 fois plus que l'homme pour prouver en fait sa valeur. Et bien évidemment, elle cherche par conséquent à briser en fait ces stéréotypes et se met au travail. Par conséquent, elle développe la résilience, la rigueur et finit par exceller. Et lorsque la femme excelle, derrière, on a des solutions suffisamment innovantes en fait qui sont créées. Et quand on parle de solutions innovantes, l'impact direct en fait sur l'entreprise, l'administration qui l'emploie, c'est en fait la croissance économique. Vous voyez un peu. Il y a maintenant la deuxième catégorie de femmes qui ne veut carrément pas en fait subir, je dirais, toutes ces difficultés, qui se retournent carrément vers l'entrepreneuriat. C'est vrai que là aussi, les choses ne sont pas forcément simples, aisées, mais toujours dans la dynamique en fait de prouver qu'elle est capable, vu que l'écosystème mise beaucoup plus sur les hommes. Elle ne reste pas seulement consommatrice en fait des solutions techniques qui existent, mais elle travaille à créer elle-même ses propres solutions innovantes et tout ce que vous voulez. Et bien évidemment, qui également va impacter son environnement immédiat, son quotidien et tous autour d'elle. Et lorsque la femme entreprend comme ça, naturellement, elle emploie des ressources, que ce soit techniques, humaines, tout ce que vous voulez. Elle se sent obligée de se faire former et donc investir sur elle-même. Et le retour sur investissement, qu'est-ce qu'elle en fait? On constate que la femme investit systématiquement sur ses enfants, dans son foyer, pour la croissance de son business, sur l'éducation des enfants, la santé, tout ce que vous voulez. Donc, on voit clairement que, qu'elle soit entrepreneur ou employée, de façon naturelle, elle apporte des impacts positifs tant dans le domaine numérique que économique. Je dirais que je n'ai même pas envie de m'arrêter là. Vous allez constater que les femmes aujourd'hui abordent en fait le domaine du numérique avec beaucoup plus d'humanité. Je vais peut-être choquer les hommes, mais c'est réel. La femme, par exemple, met de l'empathie dans tout ce qu'elle fait. Elle arrive facilement à comprendre ses collaborateurs et de façon naturelle, en tant que femme, elle a un cœur de maman. Elle offre les conditions favorables qu'il faut pour que des solutions soient développées en toute facilité, pour que l'environnement reste constructif et collaboratif également. Et donc, il y a ces aspects ou ces touches en fait que la femme apporte généralement pour favoriser tout ce qui est transformation numérique et économique, je dirais. D'accord. Merci beaucoup, Madame Milka. En effet, les femmes s'intéressent beaucoup plus au numérique maintenant, mais
comment peut-elle devenir des actrices clés de cette transformation-là du numérique et de l'inclusion du numérique exactement en Afrique? Cette question s'adresse à Madame Silla, bien sûr. Vous travaillez à la croisée du public et du privé. Donc, comment, selon vous, les femmes peuvent-elles devenir des actrices clés dans cette transformation numérique? Pour moi, pour que les femmes deviennent des actrices dans la transformation numérique, il faut plusieurs choses. Par exemple, il faut l'accès au financement. Et l'accès au financement, c'est-à-dire il faut que les femmes entrepreneurs dans le domaine du digital puissent bénéficier des financements pour entreprendre et comment on appelle ça, pour beaucoup plus évoluer facilement. Voilà, pour plus évoluer facilement. Il faut aussi l'accès à l'éducation et à la formation. Et il faut que les femmes soient formées sur les métiers du numérique, mais qui répondent aux besoins du marché. Et aussi, il faut aussi qu'il y ait accès au réseau, au réseautage et au mentorat qui va leur permettre d'être suivis, guidés à travers ces réseaux et d'être accompagnés par des mentors. Et donc, pour avoir des projets pérennes et durables. Okay. Merci beaucoup, Madame Silla. Nous allons rebondir encore une fois sur Madame Tonato. En tant que chef de la digitalisation à la DPME, vous œuvrez à moderniser les services d'accompagnement aux PME. Pouvez-vous partager comment vous y parvenez concrètement? Et si, selon vous, le développement du continent passera-t-il par les PME dirigées et transformées par des femmes connectées? Ok, merci. Là, c'est plusieurs questions. J'espère que je vais pouvoir aborder ou apporter les réponses à toutes ces questions dans ma réponse. En premier, il faut dire à l'ADPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, on a voulu faire simple, rester dans la dynamique en fait de dématérialisation de l'administration publique que prône le gouvernement béninois. Le Bénin est d'ailleurs cité aujourd'hui en référence sur notre continent en la matière. Alors, la première des choses simples que nous avons fait, il existe aujourd'hui un portail des services publics. Et donc, comme on le dit souvent, il ne faut pas réinventer la roue. On s'est appuyé sur ce portail pour faciliter en fait l'accès à un document aux PME que nous accompagnons. Ce document est exigé aujourd'hui dans les procédures de passation de marchés publics et autres. C'est l'attestation d'identification du statut de la PME. Mais on n'est pas... Bon, c'est vrai qu'on a fait évoluer cela. On est passé à une deuxième version qui demande moins de documents administratifs aux PME et voilà, on leur facilite désormais la vie. Mais je dirais que nos ambitions ne se sont pas limitées seulement à ce stade, mais ont beaucoup plus évolué. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Travailler sur un gros projet. Les premiers modules en fait de ce projet sont même déjà disponibles et accessibles en ligne, epme.adpme.bj, si vous consultez cette plateforme. En fait, on a travaillé en fait à penser ce système pour, je dirais, faciliter la tâche aux PME. La première solution en fait que propose cette plateforme, c'est quoi? Être un portail d'information. Et donc, sur ce portail sera centralisé toutes les informations concernant tout ce qui est dispositif d'accompagnement des PME, des porteurs de projets, que ce dispositif vienne de l'ADPME ou d'une autre structure de l'État ou même des partenaires techniques et financiers qui arrivent dans le pays. Parce que le constat fait est que, comme beaucoup ne sont pas connectés, le problème a été d'ailleurs évoqué tout à l'heure par les autres panélistes,
D'autres n'ont pas accès à l'information et ne savent pas en fait que ces dispositifs existent. Donc nous, notre job, c'est quoi? On veut être plus proche de cette population qui n'est pas forcément connectée au quotidien en regroupant toutes ces informations à un seul endroit, et elles viendront où ils viendront juste en fait rechercher l'information à ce niveau. La deuxième solution en fait que cette plateforme offre, c'est quoi? Que vous soyez au nord, au sud, au centre ou tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir, sans vous déplacer, bénéficier également des accompagnements en fait que nous offrons. Et donc, pour ça, toujours à travers la même plateforme, vous aurez à vous authentifier, créer un compte et depuis votre position, pouvoir soumettre en fait votre demande d'accompagnement. Et derrière, tous les traitements nécessaires se feront. Il y aura des interactions, tout ce que vous voulez. Même le dispositif d'accompagnement se déroulera également sur cette plateforme et même le volet post-accompagnement est également pris en compte. L'objectif, c'est quoi? C'est de rendre transparent, je dirais, l'accompagnement, le rendre beaucoup plus efficace et garantir également sa célérité en fait à travers cette solution. Nous sommes allés plus loin et je pense que normalement ça va répondre à la deuxième partie de la question posée, l'impact du numérique et comment en fait les femmes connectées vont pouvoir, j'ai totalement oublié, mais faire développer en quelque sorte le continent. Aujourd'hui, déjà pour être femme connectée, il faut se servir du numérique, il faut avoir l'Internet, donc c'est le minimum. Alors, déjà, cette première réponse, mais la deuxième réponse, l'impact, c'est quoi? Le numérique vient rendre beaucoup plus visible, en fait, les femmes qui entreprennent ou qui ont des projets. Vous voyez un peu. Et vient également, en fait, comment je vais expliquer? Je donne un exemple toujours qui sera également pris en compte dans notre plateforme. Aujourd'hui au Bénin, pour passer des marchés d'un montant donné, on fait appel en fait à des prestataires internationaux. Mais comme pour exigence, ces prestataires, avant de pouvoir gagner un marché, doivent faire de la co-traitance ou de la sous-traitance avec des entreprises béninoises qui sont dans le domaine. Mais comment identifier ces entreprises béninoises qui sont dans le domaine? Et donc, avec le numérique, c'est qu'on peut créer un espace de B2B et donc les entreprises depuis l'étranger vont pouvoir accéder à ce portail et rechercher d'autres PME dans leur domaine, tout ce que vous voulez, et pouvoir collaborer avec ces PME. Ceux qui veulent investir dans le Bénin, par exemple, on a Claude Jigbe qui est là. Il se demande en fait dans quel secteur, dans quel domaine ou quelles sont les filières en cours de développement au Bénin et veulent pouvoir en fait investir dans ces filières. Donc, à travers toujours le numérique, on peut rendre accessibles les informations concernant le développement des filières et tout ce que vous voulez. Donc, le numérique permet en fait d'avoir l'information, permet d'être connecté. Maintenant, pour revenir spécifiquement aux femmes, lorsqu'elles sont connectées, première des choses, elles ont accès au financement et non, elles ont accès à l'information, je veux dire. Avoir accès à l'information, comme on le dit souvent, qui a l'information a le pouvoir, c'est qu'elles peuvent pouvoir postuler ou soumissionner, candidater pour les dispositifs d'accompagnement qui existent, ce qui fait qu'elles bénéficient des financements et donc elles vont pouvoir accroître en fait leur business, que ce soit dans le domaine du numérique ou pas. Elles vont pouvoir faire des B2B, des B2C avec d'autres de l'extérieur, donc ont une facilité d'accès au marché et de façon naturelle, tout le reste accompagne et contribue à leur croissance, mais également au développement en fait de notre nation. D'accord, merci beaucoup Madame Milka. Nous retenons que plusieurs travaux sont faits actuellement pour la modernisation des services d'accompagnement aux PME dans le numérique. Nous allons ensuite se demander comment les utilisatrices, c'est-à-dire comment les femmes dans ce contexte africain
arrivent à être pas seulement utilisatrices, mais également décisionnaires dans la conception des infrastructures digitales de nos villes et de nos institutions. Madame Tatiana Hunjo. Merci, tu peux répéter la question? Alors, nous allons vous demander comment les femmes peuvent-elles devenir des architectes du numérique africain, pas seulement utilisatrices, mais également décisionnaires. Merci pour la question, mais je pense que ça rejoint un peu ce que j'avais dit précédemment. Je disais tantôt qu'il faut que les femmes quittent le paradigme d'être de simples utilisatrices pour devenir maintenant des architectes. Des architectes, pourquoi? Parce que c'est à la conception qu'on a le pouvoir de prendre des décisions. C'est à la conception que vous pouvez encore influencer quelque chose. Une fois que l'étape de conception est passée, c'est que vous êtes là, vous allez juste utiliser et plus ou moins subir. Il y a quelqu'un qui a dit, si on prend des décisions que vous n'êtes pas à la table, je pense que c'est Laetitia, qui on prend des décisions que vous n'êtes pas là, c'est que ces décisions vont juste vous impacter vos business, mais c'est à vous de subir en fait. Donc moi je dirais par exemple pour que nous ayons plus de femmes, d'accord, qui soient dans ces instances de décision-là, forcément ça passe par la formation. Et ça passe par la compétence. Vous n'êtes pas sans savoir que, en tant que femme, exceller dans un domaine aujourd'hui qui, jusqu'à un passé très récent, a été considéré comme un domaine masculin, d'accord? C'est qu'il faut pouvoir se faire démarquer. Il faut pouvoir faire en sorte qu'on puisse se dire, ah, celle-là, vraiment, si on ne la met pas dedans, c'est qu'on a péché, quoi. Il faut vraiment qu'on se dise, ah non, celle-là, quand même, elle a les compétences pour être là. Elle a la capacité pour être là. Il ne faudrait pas juste qu'on vous ajoute en se disant, ok, c'est une femme, on va rajouter une femme pour rajouter une femme. Soyez là parce que oui, vous avez la compétence pour. Et tout à l'heure, il y a une intervention qui parlait du fait que vous ne pouvez pas seulement être technique. Vous pouvez avoir un parcours totalement littéraire et maintenant virer dans le domaine du numérique. Vous pouvez avoir un parcours technique et quand même rester dedans. Ou vous pouvez avoir un parcours technique et dire non, je ne veux plus rester dans dans la technique pure, mais aller peut-être à un niveau management ou quelque chose comme ça. Moi, je dis par exemple, pour tous, le numérique, c'est une affaire de tous, d'accord? Et il n'y a pas de numérique plus ou moins sans Internet. Accéder au numérique, accéder à tout ce qui est plateforme en ligne et tout ça, ça passe par l'accès à Internet. Et c'est pour ça que j'ai autres, il y a là des PME qui est là aussi. Moi, je dis c'est qu'il nous faut des politiques ambitieuses qui incluent vraiment tout le monde pour que le numérique, au-delà d'être numérique qu'on sait aujourd'hui, ça permet de connecter les gens, ça permet aux gens d'accéder à l'information. Mais en même temps, si la plupart de ces personnes-là sont coupées de l'information, on ne fait qu'augmenter le fossé qui existe déjà dans la société. Alors que l'idée ici, c'est de faire en sorte que le numérique puisse combler le fossé sociétal qui existe déjà, donc les écarts entre classe sociale ou classe économique et autres qui existent déjà. Utiliser ce numérique-là pour en fait être un levier de croissance, que ce soit économique ou développement personnel, ainsi de suite. Et donc, en tant que femme, c'est de notre propre responsabilité, je vais dire, d'aller nous documenter, d'aller nous faire former, d'accord, d'être curieux, d'avoir la soif de l'information et également, je dis, d'avoir un esprit critique vis-à-vis de tout parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA. Il y a les enjeux de sécurité que nous avons normalement dans la vie courante qui se répliquent maintenant sur la vie en ligne. Alors, il faut avoir un esprit critique pour savoir faire la part des choses quand on est sur Internet ou bien quand on est en train d'utiliser certaines plateformes. Comment est-ce que vous êtes sûr que la plateforme sur laquelle vous accédez est vraiment celle sur laquelle vous voulez accéder? Pour ça, c'est qu'il faut avoir les bons réflexes. En temps, c'est qu'il faut avoir été exposé au fait qu'il y a telle ou telle chose qui se passe sur Internet et qui ne sont pas bons, qui portent atteinte à votre vie privée ou bien qui portent atteinte en fait à votre sécurité en général. Donc, se faire former, être assez curieux pour aller à la recherche de l'information. Et après, pour les institutions, c'est d'avoir des politiques assez fortes pour inclure les femmes, pour avoir des clubs ou alors des réseaux d'influence où les femmes peuvent vraiment décider en fait. Merci. Merci, Madame Tatiana. Utiliser le numérique pour combler ce fossé-là. Et c'est sur ce point que je rebondis sur Madame Silla. Vous avez une expérience panafricaine avec les femmes TIC et RIM. Quelle synergie, selon vous, faudrait-il renforcer entre pays africains pour co-créer un écosystème numérique africain durable au-delà des frontières? Merci pour la question.
Donc, ce qui est dans notre réseau de femmes éthiques, donc j'ai défini Femmes éthiques d'abord, c'est un réseau qui est initié en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il y a Femmes éthiques au Bénin aussi, qui regroupe une dizaine de pays africains. Et moi, je représente Femmes éthiques en Mauritanie. Donc, pour que dans Femmes éthiques, dans chaque pays, depuis sa création, notre but, c'est de former des jeunes femmes, de les sensibiliser à utiliser le numérique. Parce que la fondatrice, c'est pas une informaticienne, elle n'a jamais fait d'études en informatique. Elle est plutôt dans le management. Elle a compris que dans le milieu où elle travaillait, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes qui utilisent le numérique. À chaque fois, c'est les garçons qu'on demande. Donc, elle a eu le but, elle a eu le réflexe de créer ce réseau pour valoriser l'usage d'éthique à travers les femmes. Et donc, au sein de Femmes éthiques Mauritanie, ce qu'on a fait beaucoup plus de formation et de sensibilisation. Donc, et on a eu à faire des formations dans la sous-région en 2019, juste avant Covid, et une formation à Abidjan de toutes les femmes présidentes de Femmes éthiques à Abidjan. Donc, pour qu'il y ait plus de synergie, il faut qu'il y ait des projets communs entre ces différents pays. Et c'est ce qu'on a eu à faire depuis la création de ce réseau-là. Il faut qu'il y ait plus de renforcement de capacité des femmes pour qu'elles puissent s'intéresser au numérique. Et aussi, il faut qu'il y ait accès à la formation et au financement de ce réseau pour qu'on puisse consolider nos activités de formation. Dans ce réseau, on est vraiment engagé à valoriser le numérique dans nos différents pays. Et voilà. Alors, nous retenons que faire partie d'un réseau, un réseau plutôt panafricain qui se développe sur plusieurs continents, plusieurs pays De l'Afrique de l'Ouest surtout. Peut beaucoup nous aider à pouvoir mieux co-créer ensemble et aller au-delà des frontières. Ouais. D'accord. Alors, toujours dans ce sens-là, où nous avons on parle beaucoup d'inclusion de femmes dans la tech, mais nous avons peu de modèles émergents en dehors des grandes villes. Quelles actions spécifiques menez-vous? Je vais rebondir sur Madame Golo Gwagidi. Quelles actions spécifiques menez-vous à Blolab et à Women in Tech Bénin pour encourager ces jeunes filles-là du Nord dans le numérique? Merci, Madame Anita. À Blolab, nous avons le programme Empower qui sélectionne les femmes, les forme en leadership, en informatique de base, en entrepreneuriat, et on les accompagne sur leurs projets d'entreprise. Et à la fin, elles ont des compétences nécessaires, elles ont la confiance en elles pour pouvoir gagner d'autres terrains. Et aussi, nous travaillons pas seulement avec les femmes qui sont passionnées de la technologie, nous allons vers les artisans, les femmes qui sont en agronomie, plusieurs secteurs, et nous mettons en place des projets, des activités qui sont liées à leur secteur, à leur domaine, où elles peuvent aussi développer. Parce que quand on pense que le numérique, c'est juste pour les personnes qui utilisent l'ordinateur pour regarder les codes, elles sont un peu réticentes. Mais lorsqu'elles voient qu'elles peuvent l'associer avec leur domaine, elles se rendent disponibles pour apprendre, et après, elles développent. Elles ajoutent après une digitalisation à la fin. Donc, nous avons des activités comme ça que nous organisons pour les femmes passionnées de la tech, comme les femmes qui ne sont pas du domaine, mais qui ont besoin d'utiliser la technologie pour pouvoir développer leur secteur ou leurs produits. Et maintenant, à Women in Tech, nous avons développé la plateforme womenintech.bj, parce que après la tournée de
la tournée nationale de Women in Tech, nous avons compris que les femmes ont besoin d'une plateforme pour se renseigner, sincèrement, pour les femmes qui veulent concilier leur secteur d'activité, leurs études et la technologie, une plateforme où elles peuvent avoir des conseils, des parcours déjà préétablis. Il y a une plateforme où elles peuvent se connecter avec des mentors et une plateforme où elles peuvent réellement trouver est-ce qu'il y a des femmes au Bénin qui sont réellement dans la tech. Comme je le dis, j'étais à un événement en 2022 quand un monsieur était venu à mon stand et me disait: Madame, il n'y a pas de femmes ingénieures dans la tech au Bénin, il n'y a pas de femmes développeuses au Bénin. Aujourd'hui, on peut dire à cette personne-là, allez sur la plateforme womenintech.bj, vous verrez plusieurs femmes dans différents domaines du Bénin comme de la diaspora qui font vraiment des choses magnifiques dans la tech. Et dedans, nous avons des mentors, qui peuvent accompagner ces mentors-là qui sont passés par les défis que vous avez aujourd'hui, à qui, si vous vous connectez, vous allez passer ces étapes-là, mais faire encore des choses plus magnifiques. Donc, c'est ce que je dirais par rapport à ça. Mais j'aimerais sincèrement dire aux jeunes femmes qui sont là devant nous, ce n'est pas la technologie, le numérique, tout ce que nous racontons n'est pas juste du rêve que nous vendons. Nous sommes passés par là, et lorsque on est passionné par la chose, on va en formation, on se forme, on est compétente et on développe des solutions où on est performant dans son domaine, ce qui nous donne le pass pour avoir accès à certaines tables. Ce que disait Madame Tatiana, on ne doit pas nous inviter parce que nous sommes femmes, parce qu'on parle d'inclusion, parce qu'on parle du genre. On nous invite parce qu'on sait que si on amène Awa sur cette table, elle peut apporter plus d'humanité dans ce projet. Elle peut apporter plus d'empathie dans ce projet. Elle le fera bien et elle est vraiment une experte de son domaine. Donc, c'est très important de savoir que il faut être dans la tech, il faut associer la tech, il faut aller vers le digital, mais il ne suffit juste pas de dire qu'on le fait, mais il faut être bon dans le domaine pour pouvoir hisser le nom des femmes d'abord et aussi montrer que les femmes sont capables de prendre ces places. Je dirais aussi que à Paracourt en 2020, j'avais une amie, elle avait déjà le doctorat et elle me disait: Reine, je veux devenir graphiste. Elle avait déjà le doctorat. Et elle me disait qu'elle avait devenu graphiste. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lui a parlé du graphisme. Et pour elle, elle pense que c'est en devenant graphiste qu'elle est dans le numérique. Et après avoir discuté avec elle pendant des années, aujourd'hui maintenant, elle est en imagerie. Elle est médecin, radiologue. Bon, si je peux le dire ainsi. Donc vous savez, elle fait au-delà. Mais parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait associer la technologie à ce qu'elle fait, elle pensait qu'elle pouvait être juste graphiste comme ça. Mais aujourd'hui, elle manipule aussi, elle est en imagerie, elle associe le digital à son secteur et elle le fait très bien. Donc, vous pouvez être dans votre secteur agronomie, mais cherchez à savoir comment associer la technologie à mon secteur. Et vous verrez qu'il y a tellement d'opportunités qui est liées à cela. Merci. Merci, Madame Golo. Nous avons beaucoup parlé de formation, d'éducation, et j'aimerais savoir, Madame Laetitia Agassa, de par votre entreprise, vous participez à l'éducation, à l'impact social et également vous liez la technologie. Pensez-vous que la transformation de l'Afrique passera d'abord par une révolution de l'éducation numérique plutôt que de l'infrastructure physique? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Je pense que la révolution de l'Afrique passe par les deux. L'éducation numérique et la disponibilité de l'infrastructure. Parce que déjà, la population du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest francophone, à 65% de personnes ont un faible niveau de littératie numérique. Et quand on parle de littératie numérique, c'est déjà tout ce qui est littératie numérique de base. C'est déjà, est-ce que la personne a déjà vu un ordinateur une fois dans sa vie? Est-ce que la personne connaît la différence entre navigateur, entre
moteur de recherche? Est-ce que la personne sait comment rechercher des bonnes informations sur Internet? Est-ce que la personne a d'abord accès à Internet? Est-ce que la personne sait ce qu'est un clavier, comment utiliser son téléphone portable? Des outils de base déjà. Et on peut revenir encore plus loin vers les outils simples, la bureautique, pour l'employabilité, etc. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est combiner les deux. Il faut à la fois, lorsqu'on veut mettre en place une bonne éducation numérique et de qualité, il faut mettre les infrastructures adéquates, nécessaires à disposition de la population. Et ça, c'est le travail des gouvernants. Et quand on parle aujourd'hui du taux de pénétration d'Internet au Bénin, ce n'est pas encore au niveau auquel ça devrait être pour qu'on puisse permettre à chaque Béninois de travailler déjà efficacement. Même ici à Cotonou ou à Bomé-Calavi, on a encore des problèmes d'accès à Internet avec des débits lents, des zones qui ne sont pas bien couvertes, etc. Donc, imaginez un peu dans les zones un peu reculées du Bénin où il n'y a pas d'accès à Internet. Et maintenant, quand on va parler maintenant des outils en fait qu'on utilise pour accéder à Internet, il y a des gens qui n'ont jamais vu d'ordinateur dans leur vie. Moi, j'étais en première année à l'ENA avec une personne qui n'avait jamais vu d'ordinateur de sa vie, qui a quitté le nord du Bénin pour venir étudier ici et qui avait eu l'opportunité, lors des cours d'informatique d'initiation qu'on faisait, de voir un ordinateur dans sa vie pour la première fois. Donc, il faut associer la mise à disposition de l'infrastructure à l'éducation de qualité. Maintenant, nous assistons également au fait qu'il y a des infrastructures. Il y a parfois des infrastructures qui sont installées dans plusieurs pays et dans plusieurs villes du pays, mais qui ne sont pas utilisées. Donc, quand il y a des infrastructures qui sont installées, il faut, comme je le disais, passer l'information de la disponibilité de ces infrastructures-là pour que des personnes qui ont des compétences et qui veulent former des gens à l'utilisation de ces outils-là puissent mettre en place des programmes ou co-créer des programmes avec les personnes qui ont mis en place ces infrastructures-là afin que l'éducation au numérique se fasse dans les bonnes conditions. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut apprendre aux gens à utiliser l'ordinateur et les mettre dans une salle où il n'y a pas d'ordinateur. On ne peut pas demander aux gens d'accéder à Internet pour leur montrer comment utiliser Internet sans leur donner accès à Internet. Moi, j'ai eu à faire des formations dans des localités du Bénin où il y avait tellement de baisses. C'est vrai que ils avaient une infrastructure, ils avaient des ordinateurs, mais il y avait tellement de baisses de tension dans la zone qu'ils ont dû prendre un groupe électrogène. Et pour recharger le groupe électrogène, c'était à la charge des gens qui s'occupaient des infrastructures. Maintenant, pour recharger le groupe électrogène et utiliser ces ordinateurs-là, parfois les ordinateurs ne s'allumaient pas, parfois ils s'allumaient, parce qu'il n'y avait pas en fait du courant stable dans la zone pour permettre à ce qu'on puisse utiliser l'infrastructure disponible. Donc, il faut que toutes les conditions soient réunies pour que l'éducation numérique de qualité soit vraiment effective et pour qu'elle devienne vraiment l'élément transformateur qui va vraiment révolutionner la transformation de l'Afrique, surtout à l'ère du numérique où il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. Donc, il faut qu'il y ait les infrastructures et il faut qu'il y ait des gens compétents pour former à l'utilisation des outils. Et il faut également que l'information passe au niveau de la population, au niveau de toutes les parties prenantes qui sont dans l'éducation, au niveau des gouvernements, etc. Merci. Merci beaucoup, Madame Laetitia. Nous allons demander maintenant à Madame Tatiana. Vous croyez au potentiel transformateur de la jeunesse africaine? Pour vous, que faut-il changer aujourd'hui pour permettre aux jeunes femmes tech d'agir à grande échelle? Ok. Je pense que l'Afrique aujourd'hui, on a le taux de jeunes le plus élevé si on le compare aux autres continents, par exemple. Et en plus de ça, on a une jeunesse quand même assez entreprenante, assez innovante également, oui, parce que quand on voit les différents projets et tout ça qui sont exposés, ce que les jeunes font,
que ce soit au Bénin ou alors dans la sous-région. On voit que la jeunesse africaine est quand même assez entreprenante, mais au-delà de ça, il y a quand même quelque chose qui manque, c'est le financement des solutions locales, d'accord? Le financement des solutions locales et également la formalisation en fait de ces institutions-là. Donc, il y a des jeunes qui font pas mal de choses dans le pays, mais ils ne se formalisent pas pour avoir tout ce qu'il faut, tous les papiers administratifs. Vous voyez, Madame Tonato parlait tout à l'heure, quand il y a des projets de l'ADPME, donc l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, il y a forcément des documents qu'on vous demande. Il y a des documents qui sont demandés. Et souvent, les jeunes, ils commencent les projets à côté, mais ils ne pensent pas pour la formalisation, avoir tous les documents requis, avoir vraiment tout et être en règle, pour que quand l'opportunité se présente, ils puissent postuler à ça, ils puissent saisir ces opportunités-là. Je pense que ça passe dans les deux sens. Donc, ça vient premièrement de nous en tant que jeunes, être prêt à se formaliser, en tout cas si vous savez vraiment que vous voulez aller jusqu'au bout, se formaliser. Et aux institutions, c'est d'avoir du financement pour les solutions locales. Comme ça, ces solutions-là peuvent s'exporter vers d'autres cieux. Et quelque chose sur laquelle je voudrais quand même revenir principalement, c'est la mise en place des infrastructures. Avoir des infrastructures dans les différentes localités. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes à Abomey-Calavi. Mais quand nous irons à Lokossa pour faire cette même discussion, le débat sera différent. Quand nous irons peut-être à Parakou ou bien à, je sais pas, à Ouida pour faire ce même débat, la discussion sera différente parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Ici, vous avez ACAMO, VMTN et tout ça, tout le monde peut travailler plus ou moins, quand même si c'est de façon dégradée par endroit, vous pouvez quand même travailler. Mais il y a d'autres endroits où c'est encore compliqué de charger une seule page et de voir que cette page-là se charge peut-être 5 secondes après. Et 5 secondes dans un monde qui est en croissance continue, passer ce temps-là avant d'avoir accès à l'information, c'est que vous êtes en retard sur un certain nombre de choses. Alors moi, je dis c'est important pour nous-mêmes, de prendre conscience de nos réalités, de proposer des solutions qui, je vais dire, répondent à nos réalités, qui répondent à un besoin, d'accord? Et en même temps, être prêt à aller vers les institutions. Donc, c'est qu'il faut être formel. On ne fait rien dans l'illégalité, c'est qu'il faut être formel. Comprendre en fait dans le domaine dans lequel on est. Si vous faites par exemple, je dis quoi, l'agriculture, vous êtes peut-être à la FSA. Aujourd'hui, vous voulez rajouter l'informatique pour pouvoir, ou bien le numérique pour pouvoir avancer plus rapidement. Il y a pas mal de solutions. Mais en même temps, quelque chose que vous pouvez faire, c'est rassembler un certain nombre de données, de culture qu'il y a eu dans le Bénin, faire de l'étude de ces données-là, par exemple, et en venir au fait que, par exemple, cette zone de votre étude, vous pouvez ressortir que telle zone, voilà les cultures qui évoluent plus dans cette zone, voilà les cultures qui n'évoluent pas du tout dans telle zone. Ça, c'est des données dont les gens ont besoin, par exemple. Et ça, c'est le numérique qui permet de vous le faire. Ce sont les solutions numériques qui permettent de le faire. Vous êtes, je ne sais pas, médecin, d'accord? Aujourd'hui, il y a la filière qu'on appelle bioinformatique. Là, c'est des personnes qui sont vraiment à la croisée de la santé et de l'informatique. Ce n'est pas de simples informaticiens, ils ne pourront pas le faire. Ce n'est pas de simples professionnels de la santé. Il faut avoir les deux casquettes. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, prenez le numérique en fait comme un catalyseur, comme quelque chose qui vous amène à aller plus rapidement, peut-être pas plus facilement, parfois oui, mais peut-être pas plus facilement, mais comme quelque chose qui apporte un plus dans le domaine auquel vous êtes, que ce soit, voilà, on est sur le campus, hein, d'accord, que ce soit l'EPA, que ce soit l'ENA, que ce soit la FSA ou même ENEAM, ok. Quel que soit ce que vous faites, il y a forcément une composante numérique que vous pouvez rajouter pour aller plus vite, pour faire les choses plus efficacement. Et c'est en vous exposant à ces genres à cette idée-là, d'accord, d'aller au-delà de ce que vous savez déjà, que vous découvrez de nouveaux horizons. Et moi, je dis, on ne devient pas passionné de quelque chose si on n'a jamais touché du doigt la chose ou si on n'a jamais été exposé à ça, d'accord. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut forcément, à un moment donné, que quelqu'un parle de ça, que vous avez vu ça peut-être à la télé ou quelque part, il y a forcément un contact, que ce soit direct ou indirect avec la chose, pour en venir à dire qu'on est passionné de ça. Et pour ça, c'est qu'il faut être assez curieux, s'exposer à l'information. Aujourd'hui, nous avons nos datas qu'on paye, je vais dire, chèrement, d'accord. Utilisons-les à bon escient, d'accord. Utilisons-les à bon escient. Ayons un peu la culture d'avoir une utilisation responsable de la data que nous activons sur nos téléphones et autres. Merci. Merci beaucoup, Madame Tatiana. On retient que pour le changement aujourd'hui, le travail se trouve à notre niveau et également au niveau du public.
Nous allons terminer notre panel maintenant avec une dernière question. Selon vous, à quoi ressemblerait une Afrique numérique pensée et façonnée par les femmes de manière très courte? Je vais solliciter Madame Milka pour cette réponse. Un souci avec... Oui, ça marche déjà, c'est bon. Et moi, je vais commencer par affirmer que l'Afrique numérique, pensée et façonnée par les femmes, sera beaucoup plus inclusive, beaucoup plus durable et tout ce que vous voulez. Pourquoi je l'affirme? Je vais partir en fait de l'exemple du Bénin et vous demander d'imaginer ce que serait l'Afrique pensée par les femmes. Au Bénin aujourd'hui, le secteur du numérique est dirigé par une femme depuis une dizaine d'années. Et tantôt, je disais que le Bénin est cité comme référence en matière de dématérialisation. Pas que ça. En matière de sécurité des données, en matière d'innovation, un ensemble de choses, le Bénin est cité. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à une conférence internationale des DSI et je peux vous dire que le Bénin a été cité comme le seul pays ayant adopté une stratégie IA, c'est-à-dire liée à l'intelligence artificielle. Et donc, un Bénin dont le secteur du numérique est dirigé par une femme qui fonctionne comme ça, qui est aujourd'hui sur l'échiquier international, qui est cité en référence pratiquement dans tous les secteurs du numérique. Imaginez maintenant l'Afrique pensée, façonnée, en fait, par les femmes sur le domaine du numérique, ce à quoi ça va ressembler. Autrement dit, ça va ressembler je dirais que cette Afrique, en fait, aura des solutions les plus innovantes, les plus percutantes dans tous les secteurs qui puissent exister, que ce soit le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'éducation, du transport, tout ce que vous voulez. Au Bénin, aujourd'hui, vous pouvez rester sur votre lit, payer vos factures d'eau, factures d'électricité, payer même votre connexion Internet sans pour autant vous déplacer et aller dans une agence. Je crois il y a de cela une dizaine d'années, lorsque tu nais à Malanville, par exemple, et que tu vis à Cotonou et que tu dois passer un concours, on te réclame généralement le casier judiciaire. Tu te sentiras obligé, en fait, de prendre le bus, de faire je ne sais combien de jours de trajet, 2 jours aller-retour, aller rechercher ton casier judiciaire et revenir, en fait, à Cotonou déposer tes dossiers. Nous ne sommes plus à ce stade. Je ne vais pas que rester, en fait, dans l'administration publique, en fait, pour appuyer, en fait, mon affirmation, pour étayer, en fait, étayer mon affirmation, mais je vais également prendre l'exemple des femmes qui ont des entreprises ou qui sont employées et qui excellent, en fait, dans le domaine du numérique, que ce soit au niveau de la sécurité, où on a aujourd'hui plein de femmes qui excellent dans les domaines de l'intelligence artificielle, du data scientist. Côté entrepreneuriat, nous avons même une qui est sur ce panel qui a passé le temps, en fait, de décrire, sinon 2, je dirais, qui ont passé, en fait, le temps pour expliquer de long en large les services ou les solutions qu'elles apportent, en fait, à notre communauté. Nous pouvons citer ce que la start-up Mara fait aujourd'hui au Bénin, qui offre des formations en ligne dans tous les secteurs. Nous pouvons même citer ce que Women in Tech fait, qui aujourd'hui rend beaucoup plus inclusif, en fait, le numérique, en favorisant bien sûr l'accès à ce domaine à toutes les jeunes filles qui le désirent, en rendant disponible un répertoire, par exemple, des mentors ou des femmes du numérique capables également de coacher les jeunes qui désirent aller dans le domaine.
Il y a Women EdTech aussi qui propose pas mal de trucs dans ce domaine qui se rend même disponible pour former et même incuber les femmes qui ont en fait des projets. C'est pour dire, si l'Afrique numérique était pensée par les femmes, je crois que le transfert de compétences sera également aisé. Nous aurons des solutions beaucoup plus intuitives, nous aurons des solutions beaucoup plus conviviales, nous aurons des solutions multilingues, nous aurons tout ce que vous voulez lorsque l'Afrique numérique sera pensée par les femmes. Et donc, je me permets de dire, confiez l'Afrique numérique aux femmes, vous ne serez pas déçus. Merci. Confier l'Afrique numérique aux femmes, vous ne serez pas déçus. Tel était le mot de fin de Madame Milka. Et c'est ainsi que nous terminons ce panel. Nous allons maintenant passer au temps de questions. Nous allons nous permettre de prendre des questions à la volée. Si vous avez des questions, vous pouvez vous tenir debout, vous présenter nom, prénom et aller directement à votre question. Merci. Alors, nous avons une main levée. Bonsoir tout le monde, bonsoir les panélistes. Je réponds au nom de Christénie Kakpo et ma présence ici, je pense que je ne me suis pas trompée et je n'ai pas perdu mon temps. Je suis très fière de voir des femmes comme moi parler du numérique à nous autres femmes qui ne sont pas peut-être encore dans le monde du numérique et qui peut-être après ces échanges auront une vision plus ou moins claire de la chose. Et moi, je dis particulièrement que ça aurait été peut-être quelques années plus tôt, j'aurais la chance de participer à des panels du genre, à des conférences sur le numérique, que je me serais décidée autrement. Mais je pense que il n'est jamais tard pour mieux faire. Et je ne prends pas la parole pour poser une question, mais je prends juste la parole pour vous féliciter. Et loin de là, je pense que Madame Dediès Kolo, à travers son challenge clé, je ne sais pas si, voilà, déjà c'est une dame que j'ai connue très récemment, très récemment, et je pense qu'elle fait des merveilles dans ce domaine de vulgarisation. Et je me dis, ne pensez pas qu'il n'y a que le Nord qui ait besoin des bonnes choses, hein. Cotonou aussi, Calavi aussi en a besoin. Et je m'étonne de voir qu'ici, on parle de la femme, mais la salle est presque pratiquement vide. C'est vraiment déplorable. Mais je pense que le peu qu'on soit ici, nous serons des porteurs de messages, nous serons des porteurs de vos voix, Exactement. Des porteuses de vos voix, pardon. Exactement. Et donc, par rapport aux formations, on dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Et Dame Tatiana Hunjo disait tout à l'heure qu'il faut se faire former. Et moi, l'erreur commise était quoi? Je suis juriste de formation. Et je suis quelqu'un, je dis, quand j'embrasse ceci, je dois me concentrer sur ça. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que j'ai fait une erreur. Ça aurait été bien si j'avais embrassé le numérique au droit, ça va donner autre chose. Et récemment, même j'aime entreprendre aussi, donc j'ai connu des difficultés parce que je ne pouvais pas faire X ou Y dans le monde du digital. Et ça m'a révoltée. Là, je passe mon temps à chercher des opportunités sur le numérique. Quand je vois qu'il y a des trucs auxquels il faut candidater, je n'hésite pas. Je n'hésite du tout pas et je vous exhorte aussi à faire pareil. Même si on ne vous reçoit pas aujourd'hui, demain, comme Madame l'a dit tout à l'heure, excusez-moi, Madame Laetitia, voilà, elle a essayé beaucoup de choses, mais elle a fini par être reçue. Elle n'avait pas
comme carrière envisagée être dans le numérique. Non, elle a fait les relations internationales, mais aujourd'hui, elle fait des merveilles dans le numérique. Donc, nous avons tous, autant que nous sommes ici, nous avons des potentiels à faire valoir et ne nous cantonnons pas sur une seule chose. Elles m'ont touché à tout. Je vous remercie. Merci, Madame Capo, pour votre intervention. Comme elle l'a dit, il n'est pas tard. Déjà que vous n'êtes pas dans le numérique, si cela vous intéresse, vous pouvez à tout moment rejoindre une communauté ou vous intéresser beaucoup plus à la formation qui vous dit. Alors, nous allons toujours continuer avec les questions. OK. Oui, bonsoir. Je m'appelle Modou Ngom, je suis le cofondateur de Senfab Lab à Dakar au Sénégal. Nous vous recevons pas très clairement. Je m'appelle Modou Ngom, M-O-D-O-U-N-G-O-M, sénégalais, le cofondateur de Senfab Lab à Dakar. C'est bon? Ok. Donc ma question est, donc je sais que vous êtes tous des leaders, peut-être dans vos pays et dans vos différentes structures, mais est-ce que vous avez concrètement des exemples que vous pouvez nous donner envers des femmes que vous avez motivées pour qu'ils puissent au moins demain devenir des leaders? C'est juste une petite question comme ça que j'ai. Bon, je sais, hein, vous avez expliqué ce que vous faites, mais des femmes, des références quoi? C'est bon, c'est clair ou bien? C'est pas vraiment audible pour nous. Hein. Voilà. On ne sait pas si c'est le micro. J'ai bien mangé. Hein? J'ai même trop mangé. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Voilà. En fait, je disais, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner par rapport à vos différents pays ou structures sur des modèles de femmes que vous avez innovés, que vous avez influencés, accompagnés pour qu'on puisse au moins comprendre que demain, ce seront eux qui seront les relèves? Okay. C'est juste ma question. C'est bon? Okay. Oui, exactement. Okay. Alors, je pense que, mesdames, vous avez compris la question. Il demande quelles sont des femmes, il demande des exemples de femmes que vous avez déjà eues à tutorer, à être leur leader, leur mentor, et que vous voyez que oui, elles excellent, elles peuvent exceller et elles avancent. La parole est libre pour vous. Si je comprends bien, des exemples de femmes avec lesquelles on a déjà travaillé et qui aujourd'hui excellent ou voilà, continuent dans ce domaine-là. C'est bien ça? D'accord. Bon, je vais prendre mon cas par exemple. Je ne voulais pas revenir sur voilà, tout ce que je fais au-delà de la vie professionnelle et tout. Mais j'interviens dans la communauté GDG et également Women Tech Makers. Bon, les deux communautés à la base sont des programmes de Google. Donc, c'est des communautés de personnes qui sont des développeurs ou qui aspirent à être des développeurs avec les solutions Google. J'ai commencé par cette communauté-là, donc le GDG d'abord. Après, je suis rentrée dans Women Tech Maker. Là, c'est exclusivement réservé aux femmes, donc c'est prioritairement réservé aux femmes. Bon, malheureusement, il y a quelques jours, quelques semaines, Google a décidé de se passer de ce programme-là. Donc, ce programme a été réquisitionné par une autre organisation, mais bon, ça, c'est un autre détail. Par exemple, au sein de cette communauté-là, ce qu'on faisait dans le temps, c'est qu'on faisait des campagnes avec les universités, donc principalement ENEAM, où j'étais dans le temps. C'est qu'on avait la plupart des femmes qui sont en première année ou en deuxième année. À un moment donné, elles se disent, j'ai plus forcément envie de continuer en informatique. Pourquoi? Parce que je ne vois pas vraiment d'autres femmes qui soient informaticiennes comme moi. Je me rappelle, j'étais même dans un événement, on faisait une session d'atelier pratique où il y avait une fille qui disait qu'en fait, elle ne voit pas généralement des femmes informaticiennes en talent, que souvent, c'est des personnes qui sont sur les chantiers et tout, et qu'elle n'aspire pas forcément à ça. Dans le temps, je ne portais pas trop de talent, mais ce jour-là, j'étais en talent. Je disais, mais moi, je suis en talent, par exemple. Donc, c'était rigolo, mais voilà un peu des cas qu'on a. Avec Women Tech Maker, par exemple, il y a pas mal de femmes qui, au début, ne comprenaient pas forcément ce qu'est l'informatique, ce qu'est le numérique et tout. Mais aujourd'hui, sont des professionnels dans ce domaine-là. Quand je dis qu'ils sont, moi-même, je suis dans le cas, d'accord? Je prends mon exemple. Je connaissais rien à l'informatique avant d'aller à l'université. Et ça, je le dis. Informatique, moi, je ne connaissais pas avant de venir à l'université. Je suis venue en informatique parce que je vais dire, c'est l'informatique qui m'a appelé plus ou moins.
ça c'est peut-être une autre histoire à part. Mais je ne connaissais rien. Je ne suis pas venue, je n'ai pas commencé à faire IG, informatique de gestion, parce que voilà, j'étais trop passionnée par l'informatique, j'étais trop intéressée par l'informatique. Non, c'est parce que voilà, c'est ce que j'allais faire dans le temps. Et plus tard, quand j'ai commencé, j'ai trouvé que mais là, c'est un domaine qui est très intéressant en fait. Il y a beaucoup de spécialités. Et là, j'ai voulu continuer dans ce domaine. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a pas mal de femmes qui laissent, par exemple. Donc, dans Women Tech Maker, il y a pas mal de femmes qu'on a coachées qui ont continué. Je prends un exemple, même aujourd'hui, elle est en train de faire la data science au Rwanda, à Carnegie Mellon, leur filiale qui est au Rwanda. C'est une fille que je me rappelle quand elle était en 2e année, elle disait non, elle n'était pas très sûre. Aujourd'hui, maintenant, elle est en train de finir son master en data science, par exemple. Ça, c'est tout un exemple. Il y a d'autres femmes également avec Femmes et Internet, dont Madame Anita est aujourd'hui la co-lead. Il y a quelques années, 2020, 2021, oui, c'est ça, 2020, j'ai eu la chance d'être le lead de ce programme-là, le programme Femmes et Internet, avant de devenir vice-présidente de ISOC. Et qu'est-ce qu'on faisait dans le temps? On s'assurait que les femmes soient représentées dans les instances où les questions, les décisions sur Internet, sur le numérique en général sont faites. Par exemple, les réunions d'ICAM. Là-bas, il y a beaucoup de décisions qui se prennent là-bas. Les réunions de Internet Society, les réunions de l'IETF, les réunions de Afrinic. Comment aujourd'hui vous avez accès à Internet, vous ne savez pas tout ce qu'il y a derrière. Comment ça se fait que l'attribution des noms de domaine, l'attribution des adresses IP et tout ça. Il y a tellement de décisions qui se prennent à ces rencontres-là et il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc avec Femmes et Internet, par exemple, ce qu'on faisait, c'est s'assurer que les femmes deviennent des leaders dans le domaine, pas juste des utilisatrices. Aujourd'hui, elles ont Facebook, elles ont Instagram, elles ont Google, la vie continue. Mais comprendre comment fonctionnent toutes les politiques derrière et être aussi au cœur des discussions pour apporter un plus. Ah non, dans tel pays, il y a eu coupure d'Internet. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait plus coupure d'Internet, par exemple? Ça, c'est des décisions auxquelles les femmes peuvent penser. Et ça, c'est des choses qu'on a fait au cœur avec, comment on appelle, Femmes et Internet, et après mon mandat également avec Internet Society. Le projet Femmes et Internet, on a essayé comme de le garder pour que ce volet-là comme capitalise sur, je vais dire, les femmes en général. Après, j'ai parlé de Queen of STEM, donc l'organisation avec laquelle je travaille, que j'ai cofondée. Et là, c'est du mentorat au jour le jour. On a par exemple, j'ai quand même des filles de l'IFRI, des filles de l'ENEAM et tout, qui au début ne sont pas très sûres du fait de l'endroit où elles sont, ou alors de quelle spécialité elles vont prendre. Mais au fil des discussions, au fil des séances qu'on a avec elles, aujourd'hui, certains sont en cybersécurité, certains décident de rester dans la programmation, ainsi de suite. Alors, donc, on ne va pas révéler les noms ici, mais c'est des statistiques qui existent en fait. Quand vous avez par exemple le rapport de Femmes et Internet, je sais très bien qu'on fait un rapport chaque année. Ces statistiques-là sont dedans et vous pouvez vérifier. Avec Women Tech Maker également, pour un projet que moi j'ai rejoint en 2015 et qui a continué jusqu'à maintenant. Google a décidé de le laisser tomber. Néanmoins, Tech Innovation, qui est une autre organisation, a décidé de le reprendre. Vous comprenez que ça veut dire qu'il y a de l'impact derrière. Et moi-même, je suis un produit de cet impact-là. C'est pour ça que je milite pour qu'il y ait plus d'inclusion, qu'il y ait plus de femmes qui rentrent dans l'écosystème. Parce qu'en fait, j'ai bénéficié de ce que cet écosystème-là apporte, ce que c'est de former ou alors d'accompagner les femmes à être plus au cœur de l'informatique. Voilà. Merci. Merci, Madame Tatiana. Je pense qu'elle a plus ou moins répondu à votre question. Ne voulant pas donner forcément des noms précis, elle a donné son exemple et également plusieurs réseaux, plusieurs communautés que vous pouvez rejoindre, que les femmes peuvent rejoindre pour également exceller dans ce domaine-là du numérique. Merci, monsieur. Je vais demander, nous allons prendre, OK, il y a une main levée. Bonsoir. Moi, c'est Tossou Aimé Noëli. Merci aux panélistes. Je suis littéraire, purement littéraire, et donc je suis très contente que parmi vous, il y a au moins une littéraire comme moi. Ma question elle est pour Madame Laetitia. Selon vous, quelles sont les qualités ou compétences clés pour quelqu'un qui a fait de la littérature purement de s'intégrer dans les activités numériques? Merci, c'est tout. Alors, la question est pour Madame Laetitia. Merci beaucoup pour la question. Alors, les qualités pour une personne qui a fait la littérature et qui s'intéresse à la tech.
Déjà, il faut avoir une forte volonté. Il faut avoir une forte volonté. Il faut être une personne assez curieuse pour aller à la recherche de l'information et de la formation. Il faut être curieuse. Il faut également se donner les moyens de suivre une formation de qualité. Un programme qui puisse te permettre réellement d'avoir le niveau, au moins même si le niveau basique en fait qu'il te faut dans le domaine qui t'intéresse. Donc avant de trouver la formation qui t'intéresse, il faut que tu saches en fait ce que tu veux faire dans le numérique. Est-ce que tu veux lier le numérique à ton apprentissage actuel, à ta compétence actuelle, le domaine dans lequel tu es actuellement, ou est-ce que tu veux faire une transformation complète? Est-ce que tu veux changer de carrière? Est-ce que tu veux changer de trajectoire dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu veux faire des métiers tech? Et pour ça, il faut que tu te renseignes sur les métiers tech qui existent actuellement, sur les débouchés de ces métiers-là. Je pense que la plateforme de Women in Tech Bénin peut t'aider parce qu'ils ont un répertoire des métiers, ils ont un répertoire des personnes qui travaillent dans ces domaines-là. Donc, à toi de te renseigner sur, je dirais, les fiches de ces métiers-là, les fiches métiers. Donc, tu fais la liste de tous les métiers qu'il y a. Et après, tu t'intéresses maintenant aux compétences clés qui sont nécessaires pour ces métiers-là. Maintenant, quand tu vois le métier auquel tu t'identifies le plus, celui qui t'intéresse, tu cherches maintenant des formations qui puissent te permettre d'avoir des compétences dans ce métier-là. Par exemple, moi, c'était la programmation qui m'intéressait. J'étais plus attirée d'abord par le visuel, comment créer des interfaces. Donc, je voulais passer par le design UI, UX, et après, j'ai bifurqué vers la programmation. Donc, pour accéder à cette formation, j'ai fait des recherches sur ce que ça nécessitait, en fait, de faire une formation de ce genre-là, les compétences clés dont j'avais besoin pour faire cette formation. Ensuite, j'ai identifié une école, je vais dire, voilà, un centre qui puisse me permettre d'acquérir ces compétences-là. Et cette opportunité, c'était le programme WISPA que j'ai rejoint plus tard. Maintenant, quand j'ai identifié ce que je voulais faire dans le numérique, que j'ai identifié le centre qui puisse me permettre d'avoir cette compétence-là, je me suis donné l'occasion de suivre cette formation-là de bout en bout, peu importe ce que ça me demandait. Il faut que tu sois prête et disponible à acquérir la compétence et la connaissance pour laquelle tu es là. Moi, par exemple, pour suivre le programme WISPA, j'ai démissionné d'un boulot que j'avais à l'époque et je me suis consacrée à 100% au programme. J'étais redevenue une étudiante alors que j'avais quitté l'ENA depuis plusieurs années. Donc, il faut que tu te rendes disponible pour suivre la formation après toutes les étapes que j'ai dites là. Maintenant, après ou même pendant la formation, il faut que tu sois assez dévoué et que tu fasses même au-delà de ce qui est demandé lors de la formation. Moi, j'ai fait le programme WISPA. J'avais un seul objectif en tête, c'était acquérir le maximum de ce programme-là. Et à la fin, je peux dire que j'étais très fière parce que je suis sortie majeure de la promotion. Et il y avait d'autres personnes qui avaient des têtes bien faites que moi dans la promotion, mais mon engagement et ma dévotion ont fait que j'ai pu avoir les meilleurs scores, les meilleurs résultats. Maintenant, quand tu te démarques lors de ta formation, à travers ta connaissance, à travers ta participation active à la formation, aux projets pratiques et concrets que tu soumets, il faut que tu passes en stage de formation professionnelle. C'est l'étape que plusieurs personnes négligent souvent. Ils se disent, voilà, soit ils ont suivi le programme, soit ils ont suivi des cours en ligne sur YouTube, ils essaient de se former en autodidacte, etc. Et ils oublient d'aller apprendre en entreprise, de mettre ces compétences-là au service d'une entreprise, d'un besoin, d'une solution concrète qui puisse tester les connaissances qu'elles ont acquises. Donc, il faut que tu testes tes connaissances-là dans un milieu professionnel et pratique pour voir vraiment ce qu'il te manque en tant que professionnel pour être vraiment à la hauteur des besoins en entreprise ou des besoins en général dans ce domaine-là. Maintenant, quand tu es à ce niveau où tu es déjà, tu as ciblé la compétence qu'il te faut, le domaine qui t'intéresse, tu as ciblé le centre qui puisse te permettre d'acquérir cette compétence-là. Tu t'es donné à 100%, mais 1000% pour suivre cette formation. Et maintenant, tu apprends, tu
tu mets en pratique, voilà, cette compétence-là au jour le jour dans une entreprise, il faut maintenant que tu trouves des personnes qui te ressemblent, des personnes avec qui tu as une connexion. Ça peut être des personnes qui ont fait la même formation que toi, des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, en fait. C'est pour ça qu'il y a les communautés qui viennent juste pendant ou même après la formation ou le cadre professionnel. Donc, il faut que tu trouves des personnes qui te ressemblent, avec qui tu as les mêmes challenges, qui veulent apprendre les mêmes choses que toi. Et il y a des communautés pour ça. Par exemple, moi, j'ai rejoint la communauté GDG et Women Tech Makers plus tard, pendant que j'étais encore à Happy Orco et ensuite à Botamp. Donc, il faut que tu puisses trouver des personnes comme ça, avec lesquelles tu fais des challenges, avec lesquelles tu évolues, avec lesquelles tu montres aux gens ce dont tu es capable. Maintenant, il faut que tu lis tout ça, ces compétences que tu as au jour le jour maintenant, à la visibilité dont on parle, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il faut que tu te positionnes comme maintenant la personne qu'il faut contacter quand on a besoin de ce service-là dans ton domaine. C'est vrai que tu es en entreprise, mais ça ne t'empêche pas de montrer aux gens ce que tu sais faire. Et c'est ces side projects-là, des projets sur lesquels on ne te demande pas forcément de travailler et sur lesquels tu travailles pour t'exercer. Ces petites solutions que tu crées toi-même en regardant les besoins de ton environnement qui font que tu te démarques de toutes les personnes qui suivent les mêmes formations que toi. Donc, il faut que tu aies une valeur ajoutée à ta formation. Donc, tu montres ce que tu sais faire tout en évoluant dans la communauté et tu te positionnes également en tant que personne compétente du domaine. Et c'est à travers toutes ces étapes-là que tu peux devenir en fait l'experte ou la professionnelle du domaine dans le numérique qui t'intéresse. Donc, c'est tout un processus, tout un parcours qu'il faut suivre. Ça ne prend pas 2 jours, ça ne prend pas 3 mois, ça ne prend pas 1 année. Parce que moi, j'ai fait le programme MUSPA en 1 an. On a même fait 14 mois. Et après, il y a eu le stage professionnel, il y a eu les engagements dans les communautés. Donc, ça fait plus de 6 ans que j'ai commencé le parcours dans le monde du numérique. Bon, on va dire même avant avec la rédaction web et tout ça. Donc, il faut vraiment que tu sois une personne qui est vraiment engagée, une personne qui sache vraiment ce qu'elle veut, qui a du temps pour cela, du temps à consacrer. Il faut que tu sois une personne curieuse. Il faut que tu sois une personne également qui t'adapte rapidement aux nouvelles technologies qu'il y a. Parce que si, par exemple, tu veux apprendre la programmation et qu'on te dit aujourd'hui, voilà, c'est tel outil qu'on utilise, ça c'est la version 1.0, etc. Et demain, il y a une nouvelle version qui sort. Il faut que tu t'adaptes et que tu apprennes comment utiliser cette nouvelle version-là. Il ne faut pas que tu te dises, bon, voilà, depuis que moi j'ai commencé à apprendre Bootstrap, il y a tellement plusieurs versions, on est déjà à 5 ou 6, je crois. Donc, il faut que tu te mettes à jour au fur et à mesure sur les outils et technologies que tu utilises dans le domaine qui t'intéresse. Donc, c'est un peu ça, le parcours de formation. Parce que c'est pas parce que tu es littéraire que tu es limité, en fait, à faire des choses que des personnes non techniques doivent faire. Tu peux te faire former. Donc, déjà, quand les gens me disent « je suis intéressé par le numérique, qu'est-ce que je peux faire ?» Moi, je leur dis « il faut faire la liste de tous les métiers du numérique qui t'intéressent, si c'est les métiers qui t'intéressent, ou tu fais la liste des compétences que tu peux acquérir pour utiliser le numérique dans ton activité. » Et aussi, une chose très importante, on a parlé de mentorat tout à l'heure. Dans les communautés dans lesquelles tu seras, tu peux avoir des mentors ou pas, mais il faut que tu identifies des personnes qui ont déjà fait ce que tu as envie de faire et qui sont déjà connues dans leur domaine. Là, tu suis ces personnes-là, tu regardes un peu leur parcours également, tu regardes comment ils sont arrivés là où ils sont actuellement et ce qu'ils font au jour le jour pour leur évolution personnelle et professionnelle. Là, ça t'évite des erreurs basiques. Parce que là, on a l'occasion de discuter maintenant, je te dis comment moi j'ai fait. Si tu ne savais pas comment moi j'avais fait, tu allais tourner en rond, tu allais passer des années à comprendre, à chercher comment faire. Donc, je te dis directement ce qu'il faut faire. Donc, il faut trouver ces personnes-là que tu suis, qui partagent des astuces, qui partagent comment elles ont évolué pour ne plus faire les mêmes erreurs qu'elles et évoluer et atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc, la base, c'est l'objectif. Ensuite, dans le processus, il y a l'acquisition de compétences. Ensuite, les preuves de compétences. Ensuite, la visibilité et les communautés. Merci beaucoup, Madame Laetitia, pour votre intervention qui
qui a été assez clair quand même. Je pense que Madame a pu avoir sa réponse dans tout ce qui a été dit. Pour rester dans le temps, nous ne pourrons pas donner quelques autres questions. Nous allons devoir clôturer notre panel aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous retenons après. Alors on me demande d'accepter et de donner le micro au monsieur qui veut prendre le micro. Alors, vous avez la parole. Notre dernier intervenant. Ok, merci. Désolé, hein. Doji Onu, président du REFAO, nouveau président, j'allais dire. Alors, je ne sais pas si la question a été déjà posée. Moi, c'est plus sur la mobilisation des jeunes dans les TIC, justement, des femmes. Alors, on organise beaucoup de formations au niveau de la Côte d'Ivoire et on a remarqué que lorsqu'on propose des formations strictement dédiées aux femmes, et quand il s'agit par exemple de la fabrication numérique, l'électronique, etc., on peine à avoir justement le quorum, en fait. On fait cette discrimination exprès pour dire qu'on en a besoin de femmes et c'est compliqué. Mais par contre, lorsqu'on fait une formation, on dit communication digitale et autres, on a plus de femmes que d'hommes. Donc, vous, par expérience, comment vous faites ou quels sont les retours que les pistes de solutions que vous pouvez nous apporter, nous qui sommes responsables de Fab Lab ou de Makerspace ou bien d'Espace, à faire venir la jeune fille justement pour ces différents domaines-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour la question. Alors, en ce qui concerne la mobilisation, il y a des maux dont souffrent les femmes, nous-mêmes, on le sait. L'un des maux, c'est déjà la société qui fait croire à la femme, en fait, qu'elle n'a pas sa place dans les métiers tech. Je pense que l'information passe maintenant de plus en plus où certaines femmes savent qu'elles ont leur place dans la tech, mais ce n'est pas encore allé au niveau de tout le monde. Il y a également le fait que la femme est de nature très timide. Donc, vous n'allez pas voir des femmes vraiment osées. Nous, on a fait une campagne en 2023 où on a fait Dare to Be, oser être. Donc, on amenait les femmes à oser prendre la parole, à oser aller dans les métiers tech. Moi, ce que je vous proposerais lorsque vous organisez des activités comme ça, c'est de commencer déjà par cibler des femmes qui sont déjà dans le domaine. Par exemple, nous avons sur le campus ici l'IFRI, où on forme des femmes aux compétences du numérique tech. Donc, vous pouvez aller voir, il y a un groupe de femmes, il y a le WIXI, il y a le Women in Science Computer IFRI, je crois. Donc, déjà, pour ces programmes-là, vous rapprochez de ces femmes qui sont déjà dans le domaine pour qu'elles puissent suivre non seulement ces programmes d'approfondissement, mais également relayer dans les communautés dans lesquelles elles sont. Parce qu'il y a des communautés, elles sont dans des communautés qui ne sont pas forcément tech, les communautés dans lesquelles elles sont, et également amener cette information-là par la preuve dans des communautés dans lesquelles il n'y a pas vraiment de femmes tech. Moi, j'ai rencontré ce cas-là, j'étais dans une localité, je voulais faire une formation gratuite sur comment utiliser le numérique pour digitaliser son entreprise, son commerce. Je n'ai pas eu du monde. Parce que les gens ne savaient pas déjà ce qu'était le numérique. Donc, tout passe déjà par la façon dont vous passez l'information et la communication et la façon dont vous montrez déjà à ceux et celles que vous voulez former, à celles, bon, pour les programmes uniquement dédiés aux femmes, ce qu'elles peuvent concrètement faire avec cette compétence-là que vous leur apportez, en quoi cette compétence-là va changer leur vie, déjà, et aussi comment elles peuvent utiliser cette compétence-là pour être utiles à leur communauté immédiate. Donc, leur montrer des cas d'usage pratiques qu'elles peuvent appliquer en même temps pour que ce ne soit pas quelque chose, une chimère, quelque chose qu'elles se disent, voilà, c'est à utiliser après, à utiliser dans 5, 10 ans, mais qu'elles se disent, voilà, je suis partie à cette activité-là, j'ai bénéficié d'un tel programme, je peux utiliser ce que j'ai appris maintenant pour faire quelque chose. Donc, c'est surtout dans la manière d'orienter l'information, d'orienter déjà l'approche
Et maintenant aussi, comprendre que voilà, l'information n'est pas encore au niveau de tout le monde et qu'il y a encore certains biais au niveau de la femme elle-même. Elle se dit, voilà, je ne suis pas légitime, je ne peux pas, etc. Merci. Merci beaucoup, Madame Laetitia. Un apport, ok, très rapide. Vous avez dit que vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est bien ça, non? D'accord. Ce que je peux dire aussi, c'est en fonction du type de formation, la communication ne sera pas la même. D'accord? Si vous voulez communiquer à l'endroit des personnes qui n'y connaissent rien, la communication sera différente des personnes qui s'y connaissent un peu. Ça fait un. De deux, également, pendant la communication, faites également la promotion de personnes auxquelles elles peuvent s'identifier. Donc, si vous, monsieur, vous voulez dire que vous voulez former que des femmes, d'accord? Ce serait bien également de montrer une femme qui est déjà ça. Pendant votre communication, vous aurez la participation de telle femme qui est ci et ça. Là, ça inspire. Et de l'inspiration, ça suscite en fait de l'intérêt et elles peuvent venir et là, elles vont comprendre et tout. Ça fait deux. Autre chose également, c'est aller vers des communautés existantes parce qu'elles ont des réseaux, elles ont des points de relais, elles ont des personnes clés qui sont un peu des ambassadeurs auprès de leurs différents quartiers ou alors lieux de travail, etc. Ce que je peux vous citer, par exemple, au Côte d'Ivoire, c'est Abidjanais Intech. Elles font un travail extraordinaire là-bas. Donc, si vous avez des événements comme ça, essayez d'associer Abidjanais Intech, par exemple, et vous pourriez plus toucher beaucoup d'autres femmes parce que là, c'est que des femmes et puis elles ont déjà acquis une certaine crédibilité, elles ont déjà un réseau de femmes qui sont derrière et tout. C'est bon? Merci. Merci beaucoup, Madame. Merci, merci. Je pense que Laetitia et Tatiana ont déjà partagé plusieurs astuces lorsque vous devez utiliser la communication, surtout la communication digitale. Et moi, avec mon expérience au Nord, pour toucher les femmes, quand on parle de la technologie, au début, c'est pas facile, mais après, utiliser ces femmes qui participent, ce qu'elles dessinent après, disons le résultat. Utiliser le résultat pour communiquer. Par exemple, au Nord, un jour, j'avais juste eu l'idée de mettre sur l'affiche une fille de la région. Et lorsque le visuel est sorti, ils l'ont partagé. Ils n'ont même pas regardé si le visuel est joli ou pas. Ils l'ont partagé. Et puis, ils se sentaient comme c'est notre personne. Si telle personne a pu le faire, donc on ira aussi le faire. Et aussi, l'autre astuce que j'aimerais aussi donner, pendant les événements, lorsque vous finissez d'organiser les activités, misez beaucoup sur la clôture. Et la clôture, demandez à ceux qui sont venus d'inviter leurs amis, leurs parents. Et quand ces personnes sont là, vous faites un événement un peu à la hauteur de votre Fab Lab. Vous montrez réellement, vous faites d'abord une vidéo de leur parcours, vous montrez la vidéo, et ces femmes-là prennent la parole, on voit leur avant et après. Même les personnes qui sont assises, pour le public devient votre ambassadeur. Et donc, ça aide beaucoup. Et comme elle a dit aussi, il ne faut surtout pas rester uniquement sur le digital pour convaincre les femmes de venir à un événement tech. Il faut choisir, aller vers les associations de femmes, et de deux, quand vous êtes dans une zone où vous n'avez pas encore d'association de femmes de la tech, essayez de trouver des personnes qui peuvent convaincre. Et ils font la prospection, par exemple, sur le terrain pour pouvoir toucher ces femmes-là. C'est ce que j'aimerais ajouter à ce que les femmes ont dit. Merci. Merci beaucoup, Madame Golo. Mesdames et messieurs, après ces échanges riches, une chose est sûre, le numérique n'est pas seulement une question de technologie, c'est une histoire d'humains et de femmes encore plus. Nous avons entendu des voix puissantes parler et qui nous ont prouvé que de Cotonou à Bouaké, de Parakou à Dakar, il y a des femmes africaines qui inventent chaque jour et qui créent une nouvelle manière de penser, d'agir dans le digital. Leur parcours nous rappelle que l'évolution de l'Afrique ne passe ou ne se fera pas sans elle, ni sans le numérique, mais surtout et encore moins sans une vision claire. Alors, en sortant de ce panel, souvenons-nous d'une chose, l'avenir de l'Afrique se construit au féminin, en réseau et en numérique. Merci à nos panélistes pour leur clarté, leur engagement et leur inspiration. Nous remercions
Make Africa 2025. Nous remercions Isaac Bénin de par son programme Famille Internet. Nous remercions BloLab pour cette initiative et ce temps de connexion. Merci à vous également, très cher public, pour votre attention et pour avoir été au cœur de cette conversation. Nous continuons d'écrire ensemble une Afrique connectée, inclusive et audacieuse. Merci beaucoup. Je suis Anita, heureuse d'avoir été votre modératrice pour ce jour. Merci.